messieurs, bonjour. Merci d'écouter Radio Sénégal, il est 13h. Au micro, Rougiatouba la technique, Alex Ndiaye. Voici les titres. La consternation à Niaga dans le département de Goudomp. 12 jeunes originaires de cette commune rurale ont péri au large de la Libye en tentant de traverser la Méditerranée. Atterré, le maire de Niaga appelle le gouvernement à créer des fermes agricoles pour fixer les jeunes et leur offrir un emploi. Vous entendrez le maire Yorombalo. L'autorité aurait pu porter le prix du kilogramme d'arachide à 250 francs. C'est l'avis de la section Diapando de Fatick. Elle juge faible le prix officiel de 210 francs compte tenu de la faiblesse des récoltes cette année. Les viatiques du général d'armée Mamadou Sow aux militaires sénégalais, il les invite à relever les défis sécuritaires de l'heure. Le général Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, a fait ses adieux aux armes ce matin après 39 ans de service. À suivre dans ce journal, la page des sports de Cheikh Tidiane Diaye et la revue de presse signée Arona Diouf. Bienvenue. 12 jeunes de la commune rurale de Niaga dans le département de Goudomp ont péri au large de la Libye ces dernières semaines. Ils étaient tous candidats à l'émigration clandestine. La révélation est du maire de la localité. Yorombalo invite le gouvernement à créer des DAC et des fermes agricoles dans le terroir pour fixer les jeunes. Yorombalo, maire de Niaga, au micro de Malamine Kamara. Hier même, on nous a annoncé le 12e qui est porté disparu. Donc aujourd'hui, la commune de Niaga a enregistré 12 disparus dans les côtes libyennes. Donc vraiment, nous avons d'énormes problèmes. Et tout ça, c'est les conséquences. Parce que l'agriculture ne fonctionne pas. Il n'y a pas d'eau. Nous n'avons pas de maraîchage à faire. Nous n'avons pas de ferme agricole. Les jeunes sont là, ils n'ont pas d'emploi. Mais naturellement, ils doivent au moins tenter vraiment de faire autre chose. C'est pourquoi nous demandons aux personnes de bonne volonté et de bonne foi vraiment de nous appuyer pour qu'on puisse avoir au moins des fermes agricoles dans la commune, puisqu'on va avoir au minimum 3 forages dans la commune pour qu'on puisse s'adonner vraiment à l'agriculture. Parce que nous sommes dans une zone, la principale activité est l'agriculture. Donc nous demandons vraiment aux personnes de bonne volonté et de bonne foi de nous appuyer pour qu'on puisse, et les ONG, pour qu'on puisse vraiment réaliser des fermes agricoles pour faire du maraîchage et installer des forages dans la commune. C'était le maire de Nianga dans le département de Goudomp. 12 jeunes originaires de cette commune rurale ont péri en mer au large de la Libye ces dernières semaines. Ils étaient tous candidats à l'émigration. La section Diapando de Fatick juge très faible le prix au kilogramme d'arachide fixé à 210 francs. Selon le président des producteurs affiliés à Diapando, l'autorité aurait pu porter le prix à 250 francs pour aider les paysans compte tenu de la faiblesse de la récolte cette année. Djidjak Faye, interrogé par Idrissa Ndiaye. En tant que président du syndicat, moi je pense que ce prix-là est insuffisant pour les paysans. Puisqu'il y avait des années, le prix de l'arachide était à 100 francs. D'un seul coup, on a augmenté jusqu'à 150. Donc si c'était à 200 francs, vaut mieux d'aller de 200 francs à 250. Ça aurait au moins fait quelque chose pour le paysan. Puisque cette année, comme vous le savez, les rendements ne sont pas à la portée des paysans. Donc on n'a pas beaucoup de rendement. Donc pour aider le paysan, je pense que mieux vaut aller juste de 200 francs à 250 francs. On aurait au moins fait quelque chose. C'est pourquoi d'ailleurs le prix de l'arachide, on devait bel et bien le fixer à partir du mois d'octobre. Mais attendre la fin du mois de novembre pour fixer un prix, nous paysans, nous pauvres paysans, nous ne pouvons pas attendre la fin du mois de novembre pour connaître le prix et pour vendre nos graines. Puisque nous n'avons rien que nos champs. Après récolte, nous devons vendre nos graines et faire nos besoins, acheter des cahiers pour nos élèves, inscrire nos élèves qui sont à l'université, faire tout pour que nous soyons un peu satisfaits sur nos problèmes qui sont devant nous et à tout moment. Djidjak Faye, le président des producteurs affiliés à Diapando sur Radio Sénégal à 13h05. La session budgétaire 2016 se poursuit à l'Assemblée nationale et ce matin, les députés examinent le projet de budget du ministère des Mines et de l'Industrie. En direct de l'Assemblée nationale, Jean-Baptiste Boukepsane, bonjour. Oui, bonjour Rougiatou et merci ici à l'Assemblée nationale. Le projet de budget 2017 du ministère de l'Industrie et des Mines a été arrêté à la somme de 4 milliards 366 128 460 francs CFA contre 9 milliards 237 388 320 en 2016, soit une baisse de 4 milliards 871 219 000.
Certains députés ont déploré la baisse importante du budget de ce ministère. Cette baisse est d'autant plus incompréhensible qu'après l'adoption du nouveau code minier, ces députés s'attendaient plutôt à un renforcement de moyens de ce département pour lui permettre de jouer pleinement le rôle qui lui incombe dans le développement économique du pays. D'autres députés ont émis le vœu de voir le gouvernement s'orienter vers la politique d'industrialisation de certaines régions selon leurs possibilités, ceci pour freiner l'émigration et également l'exode du rural. Pour eux, même si ce n'est pas une usine, mais que ce soit une unité de transformation dans ces régions. Le zircon, cette matière ô combien importante pour l'aéronautique, pour ne pas dire le nucléaire, est venu enrichir les débats à l'Assemblée nationale. Les orateurs ont invité le ministre de voir les voies et moyens pour positionner le zircon sur l'international, parce qu'aujourd'hui, tous les pays et les pays industrialisés ont besoin de cette matière qu'est le zircon. Le secteur cuir et peau est mal exploité selon les députés et souhaitent une plus grande attention à ce secteur pour une meilleure exploitation. Mais Rougiatou retenait que le ministre de l'Industrie et des Mines est en train d'apporter les réponses aux députés présents à l'Assemblée nationale. Merci Jean-Baptiste Boukepsane en direct de l'Assemblée nationale où les députés examinent le projet de budget du ministère des Mines. Cet après-midi, le projet de budget du ministère de la Femme sera examiné. Les enquêteurs de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption sont formés à la lecture et à l'analyse des états financiers. Au terme de cette session de formation, ils seront à même de détecter des malversations. Hadifal Koulibaly. Lutter contre la fraude et la corruption par l'audit et le contrôle. Pour cela, faudrait-il encore pouvoir les détecter le cas échéant. Aussi, les enquêteurs de l'OFNAC, l'Office national de lutte anticorruption, sont-ils à l'école pour pouvoir lire et analyser les états financiers et les documents comptables? Une parfaite maîtrise des textes, principes et normes comptables demeure la base de nos activités de contrôle, d'audit et de vérification. La présidente de l'OFNAC, Seynabou Ndiaye Diakhaté. Cette activité issue du programme d'appui au plan d'action de l'OFNAC vise un partage et une appropriation des outils du cadre de référence et des principes comptables fondamentaux qui sous-tendent la transparence. Cet objectif recherché intègre aussi une revue des normes comptables que sont le SISCOA, l'OADA, ainsi que les normes internationales d'information financière. Cela grâce à un appui de l'Union européenne, le premier conseiller à la délégation de l'Union européenne, Clemens Schroeter. En raison des détournements qu'elle produit, la corruption compromet la mise en œuvre des politiques publiques ainsi que la capacité de l'État à accroître ses ressources et à les dépenser efficacement. En conséquence, l'atelier contribue à répondre à ces défis et fait partie d'une série d'activités visant à renforcement des capacités techniques et un appui aux enquêtes et investigations prévues dans le cadre de la mise en œuvre d'un contrat de subvention d'un montant de 264 millions CFA, signé septembre 2015 pour une durée de 18 mois. Pour cet appui, l'Union européenne souhaite contribuer à promouvoir l'intégrité de la propriété dans la gestion des affaires publiques et privées. Un pas vers la riposte à la fraude et à la corruption. Pas de mission pour le chef d'état-major général des armées. Le général d'armée Mamadou Sow a fait ses adieux aux armes ce matin au quartier Djaldiop. Le SEMGA prend sa retraite après 39 ans de service. Il se dit fier et déclare qu'il reste encore des défis à relever comme la lutte contre le terrorisme. Le général d'armée Mamadou Sow ici au micro de Dembadia. Sentiment de fierté pour ce que nous avons fait ensemble. Avec toute une équipe, nous avons pu relever de nombreux défis. Certes, il y en a d'autres qui restent. Mais nous pensons aujourd'hui en partant que nous avons franchi une étape importante pour les armées sénégalaises et également pour notre nation. Après 39 ans, le repos est bien mérité. Il y a des défis qui restent. Mais les défis, vous savez, c'est comme un enfant qui grandit. L'armée, c'est une institution qui doit s'adapter aux défis nouveaux. Comme vous le savez, aujourd'hui, le terrorisme et les actes de grand banditisme sont là, c'est tout au quotidien des Sénégalais. Et ceux qui ont la responsabilité d'assurer la sécurité et la quiétude des populations doivent toujours s'adapter
à ces nouvelles formes donc de menaces et de risques. Et ces défis, on ne peut pas les résoudre une fois pour toutes. C'est quelque chose d'évolutif, donc il faudrait s'ajuster et s'adapter à tout moment. Donc, et je suis persuadé que l'équipe que je laisse derrière moi est en mesure, en tout cas, de procéder à ces changements d'attitude et améliorer les conditions d'aptitude opérationnelle pour faire face. Mon général, qu'est-ce qui vous a marqué plus durant toute votre SEMGA? Vous savez, une carrière militaire, c'est tous des événements extrêmement importants. Et quand on fait une carrière et qu'un jour on se réveille, un décret présidentiel vous dit que vous êtes à la tête des armées, je pense qu'il n'y a pas un événement plus solennel et en tout cas plus marquant dans une carrière de soldat. Le général d'armée Mamadou Sow qui a fait ses adieux aux armes ce matin au quartier Djaldjop et prend sa retraite après 39 ans de service, et le général Cheikh Gueye qui va lui succéder. L'inspection d'académie de Matam valide son plan d'accélération de la scolarisation 2017-2020. Par ce plan, les autorités vont agir sur différents leviers pour relever le taux de scolarisation. Dans la région de Matam, ce taux est en deçà de la moyenne nationale. L'inspecteur d'académie de Matam, Seydoussi, au micro d'Alpha Seydi. Matam, à l'image donc des 4 autres régions qui ont été identifiées, présente un taux de scolarisation assez faible par rapport à la moyenne nationale. Il a été retenu essentiellement à partir donc d'une analyse diagnostique qui a été faite en amont. Nous avons identifié les goulots d'étranglement et nous allons mettre en place une stratégie à travers ce plan d'accélération qui cible d'abord fondamentalement l'accès, pour essayer un peu d'induire un changement de paradigme afin que la région de Matam puisse avoir un taux de préscolarisation de 25% à l'horizon 2020, un taux de scolarisation à l'élémentaire de 90% à l'horizon 2020 et un taux donc au niveau du moins de l'ordre de 65%. Maintenant, pour ce faire, nous allons agir essentiellement sur un ensemble d'indicateurs d'accès que sont la construction des salles de classe à travers la résorption des abris provisoires qui va continuer, mais aussi à travers l'amélioration de l'environnement scolaire, mais surtout des stratégies qu'ils ont mises en place pour une diversification de l'offre éducative en considérant véritablement ce qui est fait dans les daara en vue essentiellement de leur modernisation. C'est aussi l'inspecteur d'académie de Matam, et dans 10 mois, Ziguinchor pourra étraîner son espace numérique ouvert. L'annonce est faite par les responsables de l'université virtuelle du Sénégal. Ils ont initié une caravane pour mieux faire connaître l'UVS, et à l'étape de Ziguinchor, ils ont présenté cette université et ses projets dans les régions. Mariama Pendadja. Dans 10 mois, les étudiants de l'UVS de Ziguinchor vont étraîner leur espace numérique ouvert. Une infrastructure construite grâce au projet d'appui à l'université virtuelle du Sénégal, cofinancé à hauteur de 600 millions de francs CFA par la Banque africaine de développement et l'État du Sénégal. Aïssatou Niangouane, coordinatrice nationale du projet. Le chantier a démarré ici à Ziguinchor au même titre que dans les autres régions. Le délai d'exécution du chantier est de 12 mois. L'entrepreneur de Ziguinchor a offert mieux, on dit 10 mois, il peut faire le chantier. Cette tournée nationale a été une occasion pour la délégation de présenter le projet aux autorités locales, mais aussi d'organiser un forum à l'intention des étudiants. Adama Diallo, directeur des espaces numériques ouverts à l'UVS. L'objectif ultime, c'est d'avoir dans les 45 départements du Sénégal, dans chaque département, un ENO. Avec l'érection de ces ENO, avec vraiment des outils, des équipements de dernière génération, je pense que les étudiants eux-mêmes seront tellement fiers d'être dans ces espaces qu'aujourd'hui, le niveau de motivation qu'on observe va rapidement se dissiper. Des étudiants qui n'ont pas manqué de saisir cette opportunité pour formuler leur inquiétude. Yankoba Diono, étudiant à l'UVS de Ziguinchor. L'université virtuelle, au début, c'était vraiment difficile. On n'avait pas d'informations. Personne ne nous aidait sur cette université nouvelle. Je parle au nom de l'université en miniature. Nous voulons que les choses soient concrètes. Tout le temps, tu es chez toi, tes parents te demandent, mais toi, Hana, tu ne pars pas à la fac. Après Ziguinchor, la délégation fera cap sur Kaolack. Pour rappel, ce projet cofinancé par la BAD et l'État du Sénégal à hauteur de 4 milliards environ entend construire 5 ENO dans les régions de Saint-Louis, Thiès, Ziguinchor, Kaolack et Dakar. Ziguinchor, Mariama Penda Diallo. Radio Sénégal. L'antenne régionale des diabétiques de Tambacounda a organisé 72 heures de sensibilisation et de dépistage gratuit. Ce programme a ciblé les personnes vivant avec un handicap en Soumana Sadio. 138 individus, pour la plupart des personnes vivant avec un handicap, ont bénéficié d'un dépistage gratuit de l'antenne régionale des diabétiques de Tambacounda. Une couche vulnérable de la société que l'antenne a visée
pendant ces 72 heures d'activisme pour une sensibilisation sur le diabète. El Hadji Ibrahim Kamara, président de l'antenne régionale des diabétiques de Tambacounda. La cible principale, c'est les handicapés de tout genre, handicapés moteurs, handicapés visuels, handicapés auditifs, les albinos, tout ce qui est handicapé, toutes les personnes vivant avec un handicap devaient être là pour être dépistées aujourd'hui. D'abord, c'est des cibles très sensibles. Sensibles en sens, c'est les handicapés. Et parmi eux, pratiquement, on peut dire que presque les 2/3 n'ont pas les moyens de subvenir à leurs besoins. Les bénéficiaires se réjouissent d'une telle initiative et souhaitent que ce genre d'actes soient régulièrement posés. Moussa Sané, directeur du centre de formation des personnes handicapées de la région de Tambacounda. Aujourd'hui, ce que nous avons eu avec cette association-là, c'est la première fois de l'avoir dans ce centre-là et aussi d'avoir inclus les personnes handicapées dans de telles initiatives. Tout à l'heure, j'ai suivi l'interview du médecin et qui a fait des révélations vraiment, moi, qui me touchent au fond. Donc, c'est des choses qui existaient que moi, je ne savais pas. Et cela me permettra dans le futur d'encore bien cerner ces problèmes handicapés et de bien me préoccuper de leurs problèmes sanitaires. À la fin de l'opération, 16 nouveaux diabétiques ont été détectés, 18 cas d'hypertendue sont également recensés, dont 12 nouveaux et 4 cas de pathologies associées sont découverts. Ansoumana Sadio, Tambacounda, Radio Sénégal. À Thiès, les chauffeurs de taxi s'organisent pour sauvegarder leur activité menacée par les mototaxis et les taxis dits clandestins. Ils créent des arrêts taxi pour éviter de rouler sans clients. Le reportage de Bassirou Silla. Les arrêts taxi sont légion dans la capitale du rail. Estimés à plus d'une trentaine, ils prennent forme spontanément à tout bout de champ. Les chauffeurs de taxi, là de circuler sans rencontrer de clients, trouvent que l'option des arrêts taxi peut être salvatrice. Le porte-parole de l'arrêt taxi mairie. Si tu vois que tu roules pendant 30 minutes, 40 minutes, tu ne gagnes pas un client. Consommer pile de 10 litres et par fini, tu ne peux même pas sortir le moitié de 10 litres de carburant que tu as consommé. Il vaut mieux de garer pour gagner un client de 500 francs. Ça nous fait mal parce que les 500 francs que tu gagnes après, tu donnes le mandat de 100 francs de plus, donc tu as au moins 400 francs. Par rapport si tu roules en circulation, donc ça nous a obligés de venir garer. À y regarder de plus près, les taxis se sentent à l'étroit dans la circulation. D'autres moyens et types de transport en commun les concurrencent déloyalement selon les taximens. Leur porte-parole de l'arrêt taxi mairie. C'est le trafic des clandestins qui fait le taxi comme nous et qui n'ont pas des papiers. De plus, les Jakarta, contrairement qu'ils roulent avec nous, la même circulation, ils ne paient pas les papiers et aucun droit à payer l'État, mais ils roulent comme nous. Ils ont le même droit sur le goudron. Dans les arrêts taxi, les premiers venus s'inscrire dans le registre tenu par un responsable désigné sont les premiers servis en client. L'organisation des arrêts et taxis illégaux relève d'une entente sur les règles de base qui registrent le milieu. C'est pour faire régner l'ordre dans ce choix d'évolution professionnelle. Bassirou Silla, Thiès, RTS. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Environ 890 000 Gambiens sont appelés aux urnes. L'élection présidentielle a lieu demain. Le président sortant est candidat à sa propre succession, mais Yaya Jammeh fait face à un défi inédit dans les urnes. Tida Sané. Le chef de l'État gambien, Yaya Jammeh, au pouvoir depuis 22 ans, sera confronté pour la première fois à un véritable défi dans les urnes lors de l'élection présidentielle de demain jeudi. Les trois candidats en lice, Yaya Jammeh, Adama Barrow, désigné par une coalition de l'opposition, et Mam Kandeh, ancien député au pouvoir, qui se présente sous les couleurs d'une nouvelle formation politique. Ils sont tous âgés de 51 ans et ont achevé hier mardi leur campagne électorale. Ce jeudi donc, environ 890 000 Gambiens sur quelques 2 millions d'habitants sont appelés à choisir leur nouveau président pour 5 ans au cours d'un scrutin à un tour. Pour les analystes et l'opposition, c'est la première fois que son pouvoir est sérieusement menacé par un scrutin, car malgré les risques permanents d'arrestation, la parole se libère depuis les manifestations en avril. C'était pour réclamer des réformes politiques, puis pour protester contre la mort en détention de l'opposant Solo Sandeng. Yaya Jammeh est porté au pouvoir par un coup d'État en 1994. Il est élu pour la première fois en 1996, puis réélu à 3 reprises. Le dirigeant gambien s'est dit prêt à diriger le pays pendant 1 milliard d'années, si Dieu le veut bien.
Dida Sané, le procès d'Amadou Sanogo s'ouvre aujourd'hui à Sikasso dans le sud du Mali. L'ancien meneur du coup d'état militaire de mars 2012 comparé avec 17 autres prévenus dans l'affaire des bérets rouges. Les juges devront déterminer son degré d'implication dans le massacre d'une vingtaine de soldats fidèles à l'ancien président Amadou Toumani Touré. C'est pour cette affaire et en aucun cas pour son putsch que Sanogo comparaît. L'Afrique du Sud donne aujourd'hui le coup d'envoi d'un essai clinique d'une ampleur inédite destiné à tester un vaccin expérimental contre le sida. Le choix de ce pays n'est pas anodin. L'Afrique du Sud enregistre un des taux de prévalence les plus élevés au monde, 19,2% selon ONU-SIDA. Et 20 minutes de l'actualité des sports est présentée en direct par Cheikh Tidiane. Bonjour. Tournoi de l'UEMOA de football, les Lionceaux restent en tête de leur groupe. Les Lionceaux ont besoin demain d'une victoire pour être à l'abri d'une surprise avec 4 points. Déjà, les joueurs sénégalais sont en tête du groupe B devant le Burkina Faso et la Guinée-Bissau 3 points. Demain, les Lionceaux affrontent les Bissau-Guinéens au stade Kégué de Lomé. Hier, les Sénégalais ont failli perdre le match contre le Bénin mais ont sauvé le point du nul. Joseph Koto, entraîneur de l'équipe nationale des U20 de football. Ça commence à venir, c'est pas complètement venu parce que si vous voyez ce match-là, pourquoi le match a été difficile, c'est parce qu'on a raté trop d'occasions de but faciles. Donc ces occasions-là, si on les avait concrétisées, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais néanmoins, je félicite mes adversaires, le Bénin qui a très très bien joué aujourd'hui. Et je pense que si le Bénin avait joué ce match-là contre la Guinée-Bissau, le Bénin n'allait jamais perdre ce match-là. Aujourd'hui, ça se comprend parce que c'était le match de leur vie. C'est une équipe qui voulait rester, jouer le reste de la compétition, sachant que si elle perdait, elle est complètement out de la compétition, donc elle s'est rebuffée. Moi, je suis très satisfait du résultat parce que le résultat me maintient toujours en première position. Joseph Koto, l'entraîneur de l'équipe nationale des U20 de football, des propos recueillis par notre confrère togolais Aimé Ekpe. La première équipe finaliste sera connue cet après-midi. Le groupe A rendra son verdict à l'issue des 2 matchs qui se jouent simultanément à partir de 15h. Niger-Togo au stade municipal et Mali-Côte d'Ivoire au stade de Kégué. Le Mali et la Côte d'Ivoire, avec chacun 4 points, jouent la finale du groupe, mais en 4 nuls, le Niger 2 points peut les coiffer au poteau. CAN féminine de handball, les Lionnes exemptées aujourd'hui. Dans le groupe A, le Sénégal est actuellement 3e avec 2 points, derrière l'Angola 4 points et le Cameroun 2 points. Les Camerounaises vont d'ailleurs jouer leur deuxième match à 18h contre le pays hôte l'Angola. Dans ce même groupe, la Côte d'Ivoire qui a perdu ses 2 premiers matchs fait face à la RD Congo à 14h. Le Sénégal a lui perdu son deuxième match hier face à l'Angola 31-18. Dans le groupe B, le Congo joue contre la Tunisie, championne d'Afrique en titre, à partir de 16h au pavillon multisport de Luanda. La deuxième journée du National 1 de basket à partir de cet après-midi. Et c'est pour le compte donc de cette journée naturellement 4 matchs qui sont au programme au stadium Marius Ndiaye de Dakar. En dames, 3 matchs à partir de 15h. Asfo Uzo développe contre Duc et le Giraffe de Dakar qui fait face à Hambourg Basket Club. La dernière rencontre se dispute à partir de 19h en garçon entre la Jeanne d'Arc de Dakar et Sibac, suite samedi et dimanche prochain. En Europe, suite de la 15e journée de Ligue 1 française de football ce soir. Nice et le Paris Saint-Germain ont chacun l'occasion de prendre la tête du championnat ce soir. À 18h, Nice, 33 points, se déplace à Guingamp. À 20h, le Paris Saint-Germain, 32 points, reçoit Angers de Famara Diédhiou et Cheikh Ndoye qui revient de suspension. Hier, Monaco a pris provisoirement la tête du classement, 33 points, après son nul 1 but partout face à Dijon. Lorient a battu Rennes 2-1, Lille a battu Caen 4-2. Ce soir, Metz, Saint-Etienne qui fait face à l'Olympique de Marseille, Nantes qui joue contre Lyon et puis en Espagne, suite des 16e de finale retour de la Coupe du Roi, Hercules qui joue contre le FC Barcelone, Grenade Osasuna, Gugello contre Atlético Madrid, le Real Madrid qui reçoit Culturel Leonesa, le Real Madrid qui jouera donc le coach Zidane qui a convoqué son fils Enzo puisqu'à l'aller le Real avait déjà plié cette double rencontre
rencontre en gagnant 7-1. Et puis nous terminons par l'Angleterre, League Cup, les quarts de finale ce soir à 19h45, Arsenal-Southampton, à 20h Manchester United contre West Ham. Hier, Liverpool a éliminé Leeds 2-0. Hull City a battu Newcastle à l'épreuve des tirs au but 3-1. Temps réglementaire, un but partout. C'était les sports avec Cheikh Tidiane et merci. À présent, la revue de presse est avec Aaron Diouf. Le dialogue politique toujours à la une de la presse. La rencontre Macky Manko Watou Sénégal prévue demain. Et ce sera sans doute prédit le quotidien en jeudi qui tiendra ses promesses politiques et médiatiques. Abdoulaye Daouda Diallo, le grand ordre du jour, mon confrère, qui se projette alors déjà dans ces discussions, assure que de tous les griefs contenus dans le mémorandum que l'opposition a envoyé au président de la République, la question qui va organiser les élections est la plus fondamentale pour l'opposition sénégalaise, qui ne semble pas transiger dans sa position de récusation du ministre de l'Intérieur. Rencontre Macky Sall Manko Watou Sénégal. Sud Quotidien sur un autre aspect relève ce matin ces pièges à éviter. Mon confrère qui donne la parole au docteur en sciences politiques Maurice Soudieck-Dione, qui appelle à l'évacuation de toute forme de suspicion, dissiper toute nébulosité autour du processus électoral, parce que finalement, analyse cet enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, je le cite, si c'est pour des manœuvres politiques visant à déstabiliser l'opposition, cela dessert le régime en place. Rewmi Quotidien, lui, qui décèle des failles à la veille de l'audience que Macky Sall accorde à Manko Watou Sénégal, estime en tout cas que c'est une coalition et non une alliance électorale. La preuve, Mamadou Mout banne sur cette rencontre du front Manko avec Macky Sall, toute griffe d'or dans les colonnes du Témoin Quotidien se lâche. Une délégation, dit-il, composée uniquement du PDS, du grand parti de Rewmi d'Agi et de l'UCS, c'est une injustice. Doomu Rewmi ainsi qui prédit la fin de Manko Watou Sénégal estime que cette dynamique n'est pas unitaire et ne le sera jamais. Manko Watou Sénégal, expression mal inspirée et peu opérante, n'est donc pas une alliance électorale, elle est simplement une coalition conjoncturelle qui éclatera à la veille des législatives. Le journal Enquête remarque leur absence de l'actualité politique depuis un bon moment. Ousmane Sonko et Abdoul Mbaye qui sont en retrait de la scène médiatico-politique. Leur nouvelle avec mon confrère qui estime qu'ils s'attellent depuis lors à installer les bases de leurs différentes formations politiques à travers le pays, en perspective bien sûr des joutes électorales de 2017 et de 2019. Et puis un rapport classe le Sénégal à la 7e place ici en Afrique. Ce rapport publié selon le quotidien le 1er juin par le think tank londonien Legatum Institute s'est basé sur les niveaux de PIB par habitant ainsi que sur 89 facteurs qu'il regroupe en 8 grandes catégories, notamment l'économie, la présence d'opportunités d'entrepreneuriat, la gouvernance, l'éducation, la santé, la sécurité, entre autres. Le Sénégal donc renchérit Enquête Quotidien qui a obtenu ce bon rang, a réalisé de bonnes progressions du fait, explique mon confrère, de l'amélioration de ses performances dans les domaines de la liberté personnelle et de la gouvernance. La catégorie liberté personnelle renseigne le journal qui inclut entre autres la liberté d'expression et de conscience ainsi que la tolérance à l'égard des minorités. 13h28, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres, la consternation à Nyanga dans le département de Goudomp. 12 jeunes originaires de cette commune rurale ont péri au large de la Libye en tentant de traverser la Méditerranée. Atterré, le maire de Nyaga Yoro Mbalo appelle le gouvernement à créer des fermes agricoles pour fixer les jeunes et leur offrir un emploi. L'autorité aurait pu porter le prix du kilogramme d'arachide à 250 francs. C'est l'avis de la section Diapando de Fatick. Elle juge faible le prix officiel de 210 francs compte tenu de la faiblesse des récoltes cette année. Les viatiques du général d'armée Mamadou Sow aux militaires sénégalais, il les invite à relever les défis sécuritaires de l'heure. Le général Mamadou Sow, chef d'état-major général des armées, a fait ses adieux aux armes ce matin après 39 ans de service. Merci à l'équipe de ce 13h, à la réalisation François-Xavier Thiaw et Ouleili, à la technique RSI Alex Indjay, National Tchèque Diouf Sedem Oumarso. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention.